Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un chien à ma table de Claudie Huizinga. Merde, c'est Huizinga ou Huizinga? Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un chien à ma table de Claudie Huizinga. Huizinga? De quoi ça parle? La narratrice, double de l'autrice et son compagnon, Grieg, vivent en ermite au bois banni, une maison entourée de nature. Plus ou moins paisiblement, jusqu'à ce que Yes, une jeune chienne victime de zoophilie, vienne gratter à leur porte. C'est un cri contre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Un cri contre les hommes, un cri contre la mort. Mon avis, assez partagé. Et pour une fois, ce n'est pas à cause de l'écriture, mais à cause de l'intrigue, qui est très distendue, très relâchée. Car le texte est poétique, bien écrit. Je pense que je l'ai lu de la mauvaise manière. C'est un livre qui devrait se lire comme un recueil de poésie, et non comme un roman. Un livre sur lequel on s'arrête pour mâchouiller chaque phrase, qu'on referme, qu'on réouvre quelques jours plus tard. Huizinga s'inscrit dans la lignée d'autres poètes. Le roman s'ouvre sur une description de la nature environnante pour se resserrer autour du colchique. Et pour moi ce n'est pas un hasard, car les colchiques est un des poèmes les plus connus d'Apollinaire. Le pré est vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Ce poème est mélancolique, lancinant, parle de l'empoisonnement causé par l'amour. Est-ce programmatique pour un chien à ma table? On peut dire oui d'une certaine manière parce que le sous-texte crépusculaire est omniprésent. Fin de vie, fin de saison. Mais ici, on va plutôt s'intéresser à la thématique du féminin sacré, en symbiose avec la nature. Chez Apollinaire, on remarque l'association du corps de la femme, de ses yeux, à la fleur, plutôt péjorativement d'ailleurs, puisqu'accolée au poison, à la souffrance du poète. Cette association sera reprise par Huizinga, mais d'une manière décalée. Il m'avait fallu du temps pour relier l'apparition gazeuse de cette longue fleur mauve, menue, gracile et nue, vraiment nue. Pas une feuille, une fleur éthérée, une fée, qui s'élève dans les prés en automne. Bien observer les choses, pour la relier au bouquet de fleurs coriaces qui sortent au printemps suivant. Les fruits boursouflés de poison de la floraison de l'automne passé, grosses petites capsules vertes fabriquées sous terre, en secret, tout l'hiver, au fond du blond tube mauve, émotif, lequel en réalité est son ovaire. Deux choses notables. Déjà, une hyper-précision, qui découle certainement d'une observation de chaque plante par Huizinga. Une observation quasi scientifique, dans la dissection et le déroulement. Et ensuite, l'assimilation de la nature au genre féminin. Comparaison à la fois physique, avec le côté charnu de la description, et psychique, avec les adjectifs qui relèvent des émotions. On note aussi l'apparition de la fée, figure de magicienne, de protectrice de la nature, divinité païenne passée avec le christianisme de la religion au folklore. L'écrivain Michel Lebris voit dans les fées l'âme du monde, fabriquée par les humains pour habiter les rêves et le réel, mais surtout des êtres intermédiaires entre le monde et l'humanité. Huizinga devient donc, en consultant la fée colchique, une druidesse elle-même qui consulte l'âme de la nature. J'ai aussi remarqué une ressemblance avec Paul Celan dans ce passage. À l'aube, l'aube blême, elle est vraiment effrayante parfois, l'aube, du lait noir, des dents gâtées, un goût de meurtre. Il faisait presque encore nuit, et dans la nuit encore, avant de partir, j'allumais le feu. On pense évidemment au poème Fugue de mort. Lait noir du petit jour, nous le buvons le soir. Nous le buvons midi et matin, nous le buvons la nuit. Nous buvons et buvons. Nous creusons une tombe dans les airs, on y couche à son aise. C'est indubitablement l'image du lait noir qui crée un effet d'intertextualité avec Celan. Mais nous pouvons aussi comparer l'anaphore « nous le buvons » chez Celan avec celle de l'aube chez Huizinga, qui produit une scansion quasi incantatoire. Le cadre nocturne, sombre, où le lait, censé être synonyme de blancheur, d'innocence voire de maternité, est vicié. Goudronne la nuit, devient synonyme d'anéantissement. Le poème de Celan parlait de la Shoah, l'indicible d'exprimer la perte qui imprègne pourtant tout. Je pense que chez Huizinga, la perte, c'est celle du monde qu'elle a connu. Il y a sans cesse un côté apocalyptique dans ce texte. Les bois bannis comme vestige d'une humanité qui se perd. Et enfin, à certains passages, j'ai retrouvé la simplicité et la grâce de Cécile Sauvage, les deux femmes partageant le même amour de la nature, de sa musicalité. J'ai cru que quelqu'un ronflait dans l'herbe. Je me suis penchée, j'ai tendu l'oreille. C'était un crapaud. Dit Huizinga, quand à peu près 100 ans plus tôt, Sauvage écrivait « Langueur pure, douce harmonie, des pelouses et des sentiers. Les crapauds chantent dans ma vie, avec leurs violons mouillés. » La figure du crapaud nous intéresse. En effet, alors que pendant l'Antiquité il est associé aux divinités primitives,
comme les idoles féminines du néolithique et de l'âge du bronze, l'irruption du christianisme va renverser totalement son image vers quelque chose de mauvais, jusqu'à en faire un des animaux les plus associés au diable. Par la suite, le crapaud accompagnera tous les réprouvés de la chrétienté. Tout un imaginaire sera établi entre la sorcière et lui. Il devient ainsi symbole de persécution des femmes, puisqu'en découvrir un près d'une femme accusée de sorcellerie prouverait ses liens avec le diable. On vient de voir comment certaines figures du folklore qui apparaissaient en filigrane dans le texte de Huizinga la liaient déjà au féminisme. On peut aussi, comme l'a fait son éditrice, la définir comme écoféministe. Quand on cherche une définition de ce terme, on voit que le mot sorcière apparaît en 4e position dans la barre de recherche. Voici une définition simple trouvée sur internet. L'écoféminisme, c'est l'idée qu'il y a une connexion très étroite entre écologie et féminisme. L'exploitation et la destruction de l'environnement par les humains et l'oppression des femmes par les hommes sont les conséquences d'un même système. Pour les écoféministes, c'est une seule lutte qui prend 2 formes différentes. C'est ainsi que l'antispécisme apparaît très souvent dans l'œuvre de Huizinga, qui se manifeste par une empathie extrêmement forte, une empathie douloureuse. L'année précédente, il avait été révélé que des chasseurs avaient descendu 128 sangliers en une seule battue. Je m'étais mise à gémir comme un sanglier rescapé de la tuerie qui aurait tout vu, caché dans les broussailles. Et c'est là que le roman pêche selon moi. Car Huizinga ne le met pas vraiment en scène. Le côté autofictionnel donne d'ailleurs à son féminisme et à son antispécisme un côté très redondant. Et avec ma dernière vidéo, j'en viens à me demander si le radotage n'est pas le principal défaut de l'autofiction, dans la mesure où suivre une personne plus qu'un personnage nous donne une vue plongeante sur ses obsessions et idées fixes. Il y a donc un côté démonstratif et répétitif. On ne compte pas par exemple le nombre de fois où elle se dit comme une écrivaine des marges, ou alors la dichotomie qu'elle trace entre le masculin et le féminin. Par ailleurs, il reste encore à prouver que la bourgeoisie et le capitalisme est genré. Je tendrais à penser qu'une femme, dès qu'elle accède aux postes de pouvoir, les mêmes postes que les hommes, ferait les mêmes dégâts humains et écologiques. Elle divise l'écriture masculine et féminine, ce qui d'une part me paraît manichéen, mais en plus serait extrêmement maladroit venant d'un homme. Un auteur, je crois que c'est Knausgaard, disait que pour un homme, écrire, c'était explorer sa féminité, et vice-versa pour une femme. Et je trouve que c'est plus intéressant comme conception. Bref, je trouve que c'est dommage, parce que ça donne un côté grossier ou mal moulé au texte qui était jusque-là ciselé. Mauriane s'adressait à Elgin, dont le domaine était l'autre pôle de la littérature française, le puissant, le dominant, le patriarcal, celui dont je m'étais depuis longtemps échappée. Elle passe à côté de la littérature selon moi à ce moment-là, puisqu'elle refuse de mettre ça en scène, comme si elle nous demandait de la croire sur parole. Sauf que le personnage de l'écrivain ne réapparaît pas. C'était juste un prétexte pour marquer des limites et montrer son féminisme. Et je trouve que pour quelqu'un des marges, elle aime bien en tracer. Bref, ce qui est dommage pour moi, parce qu'il faut toujours illustrer les choses plutôt que de les dire. Et pour l'antispécisme, c'est la même chose. Par exemple, dans un autre passage, j'ai cru à un moment donné qu'on rentrait dans un propos plus subtil, plus ironique. Je me voyais bien aussi dans le corps d'un ours slovène, au savoir immémorial. Et alors je sauterais sur le dos de cet humain, avocat pro-chasse, et sur le dos de cet autre humain, président des chasseurs. J'avais cru lire cet avocat anti-chasse. Et alors pendant une seconde, je me suis cru dans Grizzly Man de Herzog, à me dire « Ah, enfin, elle parle du côté aveugle, injuste de la nature, la cruauté, qui en général en a rien à foutre des valeurs morales des humains. On est tout nus devant elle, vulnérables. » Mais non, encore une fois, c'était juste un moyen de critiquer la chasse. Chose que je n'aime pas spécialement, mais encore une fois, quand je lis un roman, je n'ai pas envie d'être caressée dans le sens du poil. Ce sera un livre qui prêchera les convaincus et agacera les autres. Et ces passages surlignés n'amèneront ni la réflexion, ni le plaisir esthétique. D'ailleurs, et je pense que c'est une critique que les antispécistes doivent souvent entendre, je trouve que dans son empathie pour les animaux, elle en manque beaucoup pour les humains. Quand un couple se plaint qu'elle n'ait pas attaché sa chienne, que la femme pleure, qu'on pressent qu'elle a sans doute une phobie des chiens, Huizinga, d'une part, est pleine de sous-entendus visqueux, un très vilain couple. Pervers, je ne dirais pas, mais se faisant chier dans la vie, sans enfant, en mal d'enfant. Et d'autre part, on vient à créer un fantasme dans l'esprit de l'homme par rapport à sa chienne, fantasme sorti de nulle part. C'est qu'elle faisait vraiment très envie, yes. Genre petite chienne à kidnapper. Pas gracieuse, mais une bombe à sa manière, explosive. Antipatriarcale. Le texte en vient à faire de cette situation une situation de masculinité toxique alors que pas du tout, ce qui remet parfois en doute l'existence même de sa chienne, étant donné qu'elle voit dans tous les hommes de possibles agresseurs de chiens, et on se demande si ce n'est pas d'elle dont il s'agit, si ça n'emblématise pas sa propre peur du masculin. C'est un livre que j'ai été contente de refermer, même si encore une fois je pense que c'est dû à ma lecture assez rapide. Je trouve que la plume est très belle, que les images sentent le féminin, sentent l'organique, sentent l'humus et le sous-bois. J'aurais apprécié que certains passages soient moins surlignés ou moins lourds. En tout cas, je le recommande pour ceux qui aiment la poésie et pour ceux qu'un roman sans histoire ne dérange pas. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.